Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Dernier épisode des vacances du podcast Pause Libre et aujourd'hui je vous livre l'interview de Marina qui va nous parler de la charge mentale liée à la relation de couple. Comme toujours, cette interview est pleine de pépites. Bonne écoute. Bonjour Marina, merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce sommet Pause Libre. Moi, je connais Marina, hein, elle a été ma coach il y a quelques années et puis on a lié une certaine amitié. Donc, c'est avec grand plaisir et de manière instinctive que je l'ai invitée, mais je vais la laisser se présenter pour expliquer aussi pourquoi elle a répondu oui à mon invitation. À toi, Marina. Oui, bonjour Ludivine, merci beaucoup. Alors moi, du coup, je suis coach depuis bientôt 5 ans et j'ai répondu effectivement à ton invitation parce que je pense que la charge mentale des femmes, c'est un grand sujet qui est très très intéressant et notamment ce dont on va parler aujourd'hui, donc la charge mentale dans le couple, donc ressentie par les femmes. Je pense que c'est un sujet où il y a pas mal d'outils qu'on peut mettre en place, pas mal de choses, que ce soit dans la communication avec l'autre ou soi-même dans ce qu'on veut dans son quotidien. Ça peut être vraiment très intéressant et très riche. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour qu'on parle de ça ensemble. Super. Alors, pour précision, tu travailles avec Clotilde Dussoulier à Change ma vie. Et c'est aussi pour partager un petit peu ton expérience de coach au sein de cette entreprise que c'était intéressant d'aborder cette... D'ailleurs, tu as sauté sur le sujet, la relation de couple, ça t'a beaucoup parlé. Donc, comment est-ce que ça se retrouve dans les échanges que tu as avec tes clientes, cette charge mentale liée à la relation de couple? Alors, on la retrouve beaucoup. On va y avoir des questions. Donc, en fait, nous, on a un programme Ça change ma vie où les personnes peuvent nous poser des questions en coaching à l'écrit, par exemple. Et en coaching écrit, on a beaucoup ces questionnements de j'ai l'impression d'en faire beaucoup, j'ai l'impression que c'est déséquilibré, j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour moi, je fais passer les autres en priorité. Et donc, ça, vraiment, c'est des thématiques qui reviennent souvent, avec parfois justement cette difficulté à communiquer sur, en fait, voilà, j'ai partagé à mon conjoint que je trouvais que les tâches étaient déséquilibrées. Il m'a dit qu'il trouvait pas, qu'il n'était pas d'accord. Et du coup, maintenant, je culpabilise de lui en avoir parlé parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il en fait beaucoup, etc. Donc, il y a quand même ce côté très, très facile pour les femmes, je trouve, de se culpabiliser, se dire qu'elles en demandent trop aux autres, alors qu'il n'y a jamais cette réflexion de peut-être je m'en demande trop à moi-même aussi. Et je pense qu'il y a vraiment cette différence. Souvent, on a ce discours, moi je l'avais vraiment vu dans une question d'une cliente, où la cliente me disait, elle parlait de son conjoint qui avait des besoins, et quand elle parlait de ce qu'elle voulait, elle, c'était des envies. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette différence de les autres ont des besoins, donc les besoins dans l'imaginaire collectif, c'est plus important que les envies, donc il faut plus y répondre. Mais moi, j'ai des envies, donc c'est moins important, donc je vais moins y répondre. Et du coup, vraiment de regarder déjà cette charge mentale que j'ai au quotidien sur mes tâches, sur ce que j'ai à faire, comment moi je me mets en priorité là-dedans? Est-ce que j'ai tendance à mettre tous les autres en priorité avant moi, ce
ce qui fait que je me retrouve avec une charge mentale assez importante sur tout ce que j'ai à faire, ou est-ce que j'arrive à me dire que moi aussi j'ai des besoins et des envies et des limites et que c'est valable et que c'est valide et que je peux aussi me faire passer en priorité. Je pense que pour moi, la question primordiale là-dedans, c'est se faire passer en priorité et ce côté un peu people pleaser, donc le côté je veux plaire à tout le monde, qu'on retrouve aussi beaucoup et qui, selon moi, crée cette charge mentale. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on retrouve ou comment est-ce que tu amènes ces femmes à retrouver ou à trouver la différence entre leurs besoins et leurs envies? Est-ce que leurs envies sont finalement des besoins, mais elles ne s'en rendent pas compte? Ou où est la limite et comment est-ce que tu les amènes à définir ça pour elles-mêmes? Je pense que les besoins, déjà, il y a une définition des besoins, c'est-à-dire les besoins humains. Les besoins définis, hein. Il y a beaucoup de personnes, on parle souvent de Maslow qui a défini des besoins, mais il y a des besoins juste vitaux. Manger, dormir, il y a les besoins de sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête, il y a des besoins d'accomplissement personnel. Enfin, les besoins, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et les besoins sont souvent, enfin, on va avoir les mêmes besoins en fait entre êtres humains. Alors pas sur la même échelle de valeur. Certaines personnes ont des besoins de sécurité beaucoup plus forts et d'autres des besoins d'épanouissement beaucoup plus forts. Ça dépend vraiment des personnes. Mais les besoins, c'est quelque chose d'universel en fait. Les besoins, c'est vraiment quelque chose où on a tous et toutes les mêmes besoins de base. Et après, les envies, ça va être en fonction de notre éducation, de nos valeurs, de ce qui nous attire, de nos goûts, de nos préférences. Et au niveau de comment savoir si c'est un besoin ou une envie, je pense qu'il y a tout simplement, quand tu regardes, parce qu'on partage ça avec nos membres au sein du programme, quand tu regardes la liste des besoins, est-ce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est tu as envie de repos ou est-ce qu'en fait, c'est un besoin de repos? Parce qu'en fait, bah, dans la liste des besoins, il y a se reposer, en fait. Donc, en fait, c'est pas une envie là dont tu parles, c'est un besoin. Et c'est un besoin auquel il est important de répondre. Donc, je dirais que c'est ça, c'est tout simplement prendre la liste des besoins universels, se dire, OK, est-ce que ce que je pense être une envie là, c'est pas un besoin, en fait. Et généralement, quand on est dans beaucoup de charge mentale, quand on est vraiment un peu la tête dans le guidon, à pas voir passer ses journées, à avoir l'impression de courir tout le temps partout, en général, c'est plus un besoin de repos, de recentrage, que juste une envie d'en faire moins. Mmh. Et est-ce que tu as des signes révélateurs de cette charge mentale que tu reconnais tout de suite chez des clientes du programme où éventuellement tu les alertes ou tu les amènes à réfléchir sur ça? Je dirais que la première chose que je vois, moi, qui peut m'alerter, c'est une difficulté à gérer son temps. Beaucoup des personnes qui nous disent, bah, en fait, voilà, j'ai pas de temps dans mes journées. Et il y a aussi beaucoup le langage d'obligation. Je dois, il faut, ce genre de je dois, il faut, là où en fait, les personnes se sentent vraiment contraintes et forcées de faire les choses. Et je pense que c'est aussi un peu la différence entre enfin, quand on parle de charge mentale, c'est pas à partir de 15 tâches dans ta journée, tu as de la charge mentale. Non, il y a des personnes qui ont de la charge mentale, elles ont 2 choses à faire dans leur journée, ça leur crée une charge mentale incroyable. Des personnes qui ont 25 trucs à faire, elles ont 0 charge mentale. Donc, il faut se rappeler que enfin, voilà, la charge mentale, c'est vraiment bah, c'est mental, comme on le dit. Et je pense que être capable de savoir et de ressentir que tu as du contrôle sur ta journée, ça participe, je pense, énormément à l'impression de charge mentale. C'est-à-dire que la première chose que je fais, moi, en général, quand j'ai des personnes en coaching qui vont arriver en me disant, j'ai pas de temps pour moi, je dois aller chercher les enfants, je dois terminer à telle heure à mon boulot, il faut que je fasse 3 lessives, je dois, je dois. La première chose que je fais, c'est pas du tout les aider à changer leur emploi du temps, communiquer avec leur partenaire ou quoi. La première chose que je veux pour elles, c'est reprendre le pouvoir sur leur journée. Parce qu'en fait, mais sans rien changer, juste de se dire, OK, c'est pas je dois aller chercher les enfants à l'école, c'est pas il faut que je fasse 3 machines, c'est je choisis 2. Juste le fait de se dire, en fait, personne te met un couteau sous la gorge pour que tu ailles chercher tes enfants à l'école, en fait. Tu le fais parce que tu aimes tes enfants et t'as pas envie qu'ils restent paumés devant l'école à regarder le ciel, tu vois. Donc, juste ça, changer et c'est impressionnant le shift qui se passe quand on fait ça à chaque fois avec une cliente ou un client d'ailleurs, mais il va vraiment y avoir ce côté, ah, en fait, et là, tout de suite, on se met en mode solution beaucoup plus facilement. Parce que si tu te dis, OK, je dois terminer mon boulot à telle heure, je dois aller chercher mes enfants à telle heure, je dois lancer une machine, je dois,
ok, y a zéro solution en fait. Si tu n'as pas le choix de faire ces choses-là, si tu es contrainte et forcée, ton cerveau, il va pas être en mode solution. Parce que c'est une impasse. Il dit de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé. Alors que si tu te dis, sans rien changer à ta journée, je choisis d'aller chercher mes enfants, je choisis de lancer une machine, je choisis tu reprends un contrôle, un choix, une décision, tu reprends du pouvoir dans tes journées sans rien changer, juste en te disant, en fait, là, toute ma journée, c'est moi qui l'ai choisi. Et ça crée un shift instantané de, OK, du coup, comme c'est moi qui l'ai choisi, j'ai du contrôle, j'ai du pouvoir, je peux choisir de changer, donc trouver des solutions, et le cerveau se met instantanément en mode solution. Donc, j'ai bien sûr oublié quelle était ta question à la base, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, la première chose, donc oui, tu me disais le premier signe, donc cette histoire de gestion du temps, ce premier signe de charge mentale, et la première chose à mettre en place pour moi, c'est reprendre du pouvoir en changeant notre manière de voir notre journée, juste en changeant de vocabulaire, en fait. Ouais, se réapproprier sa vie, quoi, se réapproprier ce qu'on fait, c'est que c'est des choix et ça, je te rejoins complètement, c'est un vrai shift chez les personnes qu'on peut coacher. Et tu as parlé tout à l'heure de se mettre en priorité. Alors, dans la relation de couple, c'est jamais évident. Tu parlais tout à l'heure, dans la phrase, tu citais que le conjoint a des besoins et que la femme a des envies. Comment on arrive à formuler ça et comment rassurer, parce que j'imagine que des femmes, quand elles se laissent passer un petit peu après leur conjoint, c'est aussi avec une espèce de peur quelque part, qu'elles n'osent pas. Oui, complètement. Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on peut avancer là-dessus. Euh, la première chose, et ça va être dans toute la vie, dans toutes les relations aux autres, dans tous les objectifs qu'on a, dans tous les accomplissements, c'est de détacher notre valeur de ce qu'on fait. On est dans une société qui est très capitaliste, qui est très productiviste. Souvent, les générations passées étaient beaucoup dans le faire, faire, faire. Tu étais défini par ton métier, est-ce que tu te donnais beaucoup? Et c'est en fait des choses qui sont restées, hein. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui Non. pensent comme ça, même sans l'avoir conscientisé. Et je pense que l'une des premières choses, c'est de détacher ta valeur en tant qu'être humain de ce que tu fais. Nous, en tout cas, chez Change Ma Vie, c'est comme ça qu'on voit les choses. On considère que tu es un être humain avec 100% de valeur juste parce que tu existes, en fait. Tu as 100% de valeur. Quoi que tu fasses dans ta vie, ta valeur, elle reste à 100%. Tu es un humain, tu es là, tu n'as pas à te battre pour ta valeur, en fait. Tu as 100% de valeur. Et donc, de détacher ce qu'on fait de sa valeur. Parce que on a quand même ce côté... quand quelqu'un dit oh là là, j'ai fait énormément cette semaine, ou j'ai bossé ce week-end, ou j'ai pas arrêté. Le côté, le nombre de fois où j'ai entendu ma mère dire oh, c'est la première fois que je me pose, il est 18h, c'est la première fois que je m'assois de la journée, j'ai pas arrêté. Comme si c'était une bonne chose en fait. Et moi, j'ai envie de dire, on le voit comme on veut. Moi, j'ai pas envie de me dire que si j'arrive à m'asseoir un samedi pour la première fois à 18h, c'est une bonne chose en fait. En tout cas, moi, j'ai pas envie de le voir comme ça. Et je pense qu'il y a ce côté, ok, détacher sa valeur de ce qu'on fait. Et ça, c'est encore une fois, on se bat un peu contre le message ambiant de la société, donc c'est pas évident. Mais juste, voilà, je n'ai pas besoin de faire pour mériter d'exister, pour mériter d'être là, pour mériter d'avoir un partenaire de vie qui est chouette, pour mériter d'avoir des amis, pour mériter d'avoir du repos, pour mériter de m'offrir un massage le week-end. En fait, j'ai pas besoin de mériter quoi que ce soit. Juste, j'existe et ça suffit. Donc, la première chose que je dirais, c'est détacher vraiment sa valeur de ce qu'on fait. Pour être simplement dans j'ai de la valeur juste parce que j'existe en fait. Et la deuxième chose par rapport à ça, je dirais que c'est d'avoir aussi on parle beaucoup de vision chez Change Ma Vie, donc avoir une vision claire, c'est-à-dire une image claire de ce que tu veux pour ton quotidien. Si aujourd'hui tu fais 95% des tâches ménagères et que dans ton idéal tu fais 50%, ok, à quoi ça ressemble ce 50%? Et je sais pas, combien tu fais de machines, combien ton partenaire fait de machines, combien de fois tu amènes les enfants à l'école, combien de fois lui il le fait, de juste dans ton idéal, comment ça se passe. Et une fois que tu as ton idéal, une fois que tu as bien dépeint la vision de ce que tu veux, te dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour me rapprocher de ça en fait. Donc, je dirais que pour oser vraiment aller vers ça et se prioriser, il y a prendre conscience qu'on a de la valeur autant que les autres et qu'en fait aussi, si tu ne te fais pas passer en priorité, personne ne va le faire. Enfin, autant les femmes, on a l'habitude de faire passer tout le monde en priorité sauf nous, mais donc du coup, personne ne nous fait vraiment passer nous en priorité. Enfin, du coup,
voilà, c'est un peu embêtant. Parce qu'en fait, la personne la mieux placée pour connaître tes besoins, tes limites et tes envies, c'est toi, en fait. Enfin, donc, du coup, forcément, te faire passer en priorité, c'est la base. Et pour ça, voilà, prendre conscience de sa valeur. Et ensuite, pour réussir à le matérialiser dans la vie, c'est avoir, du coup, cette vision claire de ce que tu veux pour savoir quelles actions mettre en place pour y arriver. Est-ce que vous abordez parfois les langages de l'amour de Gary Chapman? On l'aborde effectivement, on a un épisode de podcast là-dessus et on l'aborde parce que c'est quelque chose de très intéressant, en tout cas dans les relations aux autres de manière générale, dans le couple en particulier, mais comprendre un petit peu comment l'autre fonctionne et quels sont du coup ces langages de l'amour. En fait, finalement, les langages de l'amour, c'est se mettre à la place de l'autre pour essayer de le comprendre un peu mieux. Et ça, je pense que ce qui peut beaucoup aider, c'est aussi la CNV, donc la communication non violente, qui se base justement, comme je le disais tout à l'heure, sur cette idée de besoin, qu'en fait, les besoins sont universels, mais qu'après, la manière de remplir un besoin, elle va dépendre de chacun, chacune. Et donc, de se dire, OK, c'est quoi ton besoin là? Comment tu aimerais que je le remplisse et comment moi, je suis capable de le remplir? Et pour moi, les deux sont liés, les langages de l'amour et les besoins, la communication non violente, parce que c'est comprendre l'autre, comprendre ses besoins, ses attentes, comment il fonctionne. Et c'est des temps qu'on ne prend pas nécessairement dans une relation de couple. On part un peu du principe que tout le monde fonctionne de la même manière. Généralement, on se dit, voilà, les hommes fonctionnent comme ça, les femmes fonctionnent comme ça. Une femme, il faut lui offrir des fleurs. Un mari, il faut lui cuisiner sa bouffe. J'en sais rien, je fais des trucs Il y comme a, ça. Mais il y a non, mais effectivement ce principe-là, mais il y a aussi le principe où l'autre devrait pouvoir deviner ce dont on a besoin, ce qu'on ressent. Tout comme on est la seule, ça, c'est le miroir à ce que tu disais tout à l'heure, on est la seule à savoir véritablement ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Donc on ne peut pas décemment penser que l'autre en face sait. On ne peut pas penser pour lui, mais il ne peut pas penser pour nous non plus. Ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler aux personnes qu'on voit en coaching, de leur dire non, mais à force d'attendre qu'on vous comprenne, vous allez forcément être déçus. Frustration et tout ça derrière. Donc, dans le couple, j'aime bien, moi, les langages de l'amour parce que ça permet de générer. Alors, ce n'est pas un truc qui se fait tout seul dans son coin, hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais quand ça se fait avec quelqu'un d'autre en face, c'est bien pour reposer les bases des besoins de chacun. oui, complètement. Complètement, se mettre à la place de l'autre et aussi, moi j'aime bien parler d'être digne de confiance émotionnellement. Moi, c'est quelque chose que je recherche, que je recherche dans mes relations, c'est d'être en relation amicale, amoureuse, familiale, au travail, peu importe, avec des gens qui sont capables d'exprimer vraiment comment ils se sentent. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup, comme tu le disais, ce côté où l'autre doit me comprendre sans que j'ai besoin de parler, on doit pouvoir me comprendre, etc. Et, euh, et je pense que si on arrivait tous et toutes à exprimer comment on se sent, ce dont on a vraiment envie, bah, ça serait beaucoup plus simple que d'essayer de deviner ce que l'autre veut et ressent. En fait, quand tu es dans une relation et que je sais que quand tu es dans une relation de couple entre deux personnes qui sont people pleaser, c'est un peu complexe parce qu'en fait, chacun va se mettre à la place de l'autre en disant ce qu'il pense que l'autre a envie d'entendre, sauf que du coup, aucun des deux ne dit jamais ce qu'il veut vraiment, et finalement, peut-être que les deux se retrouvent à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire en pensant que l'autre a envie de les faire. Enfin, tu vois, c'est genre, c'est sans fin, et finalement, personne n'est jamais content. Et c'est quelque chose à mettre en place, le côté, en fait, c'est pas parce que tu dis que tu as envie de faire un truc que je vais dire oui sans en avoir envie. En fait, on est tous les deux des personnes, on est capable d'exprimer nos besoins, nos envies, de se dire que... et pour moi, tout ça, ça part de la notion d'être indépendant émotionnellement. C'est-à-dire de se dire que l'autre n'est pas responsable de comment tu te sens et tu n'es pas responsable de comment se sent l'autre. Mais alors ça, c'est un truc, on pourrait en parler pendant 2 heures, tu vois. Mais pour moi, c'est la base, en fait, indissociable. Tu ne peux pas, enfin, bon, ou en tout cas, c'est compliqué, tu ne peux pas exprimer à l'autre comment tu te sens si tu sais que l'autre va le prendre pour lui, en fait. Mm.
Je peux pas dire aujourd'hui je me sens frustrée de X, Y, Z si tu sais que l'autre, tout ce qu'il va entendre, c'est cette personne est frustrée, c'est forcément de ma faute. Surtout dans une relation de couple où quand même c'est intrinsèquement lié. Enfin, je veux dire, c'est deux personnes qui sont l'une avec l'autre, qui ont de la sécurité ensemble, que ce soit émotionnelle, matérielle, financière, etc. Qui partagent des choses ensemble. Et du coup, on peut vite se dire, OK, je suis responsable de comment l'autre se sent. Et pour moi, la première chose à faire dans n'importe quelle relation dans sa vie, c'est de dissocier ça. C'est-à-dire, l'autre se sent comme ça, indépendamment de moi, en fait. Et ça, c'est ça qui permet d'être honnête et sincère dans ses relations et dans ses envies, dans ses besoins, dans ses limites. C'est se dire, OK, l'autre ne va pas le prendre pour lui, ne va pas le prendre pour elle, parce qu'elle sait que mes émotions m'appartiennent. Et je pense que ça, c'est... j'ai du mal à imaginer une relation libre, authentique et engagée sans indépendance émotionnelle de chaque côté. Je te rejoins sur l'indépendance émotionnelle, ça devrait être appris à l'école. C'est juste un non-sens. Justement, le défi ici, parce que tu dis, c'est quand il y a deux personnes, là on parle du couple ou d'autres types de relations, les coachés que tu as, les personnes que tu vois en coaching, tu leur apprends, tu leur expliques tout ça, elles découvrent l'indépendance émotionnelle. Comment résoudre des situations de charge mentale dans un couple quand tu n'as finalement accès qu'à la personne que tu coaches? Comment est-ce que tu les aides dans l'évolution de leur couple? Non, je vais reformuler. Comment est-ce qu'elles arrivent à évoluer dans leur relation de couple en étant celle qui se fait accompagner? Ce qui est intéressant, c'est effectivement hyper intéressant. Et là-dedans, la première chose, c'est de... En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est... Alors, si la problématique que tu m'amènes, c'est ta relation de couple, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est toi, comment tu te sens. C'est toi qui te fais accompagner, donc c'est sur toi que je vais me concentrer. Et nous, on part d'un principe qui est qu'en fait, une relation, c'est toutes les pensées que tu as sur une personne. Une relation, c'est en fait comment tu penses une relation, c'est la relation en fait. Si tu penses que cette personne c'est une amie proche, c'est une amie proche du coup, puisque tu le penses. Tu vois, donc pour moi, il y a déjà cette première chose de. C'est pour ça que accompagner une seule des deux personnes, ça peut déjà faire avancer pas mal de choses, parce que rien qu'en changeant la manière dont elles voient la relation, ça va changer un petit peu la relation. Et ensuite, on peut pas contrôler les autres, mais on a ce qu'on appelle un pouvoir d'influence sur les autres. Donc même si tu ne peux pas contrôler quelqu'un, tu peux quand même essayer de modifier, entre guillemets, ces circonstances pour essayer d'amener la personne à X, Y, Z, ce que tu aimerais qu'il se passe, quoi. Donc je dirais qu'en fait, c'est pour ça que accompagner une seule personne, ça peut faire avancer sur la relation, parce qu'une relation, c'est toutes les pensées que tu as sur quelqu'un. Donc déjà, il y a ça, et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, le côté visualiser ce que tu veux, en fait, dans ta relation de couple, et sur le côté charge mentale aussi, et réussir à le communiquer. C'est-à-dire que si tu sais que tu as de la valeur, si tu as une vision claire de ce que tu veux, si tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, si tu sais que tes besoins, tes envies et tes limites sont valides et que tu mérites de les exprimer, tu vas pas du tout aborder la communication avec ton partenaire de la même manière. Et en fait, quand ton conjoint va te dire oh non, quand même, j'en fais beaucoup, nanana, tu vas pas directement dire ah oui, il a raison, je culpabilise. Tu vas peut-être dire en fait, non, je suis pas d'accord avec ça parce que moi j'ai posé ma vision idéale. Ma vision idéale, c'est pas ce que tu me décris là, en fait. Et donc, en fait, être beaucoup plus sûr de soi, être assuré et avoir confiance en fait dans ce qu'on amène, ça va aider à influer aussi sur le couple en lui-même parce que tu vas pas du tout être la même personne quand tu vas amener la problématique. Donc, c'est pour ça que, alors oui, il y a des fois, il y a besoin de voir le couple ensemble. Alors, c'est pas quelque chose que nous, on propose, mais après, il y a des coachs qui le font, les thérapies de couple, etc., où tu as besoin d'avoir les deux personnes, il y a besoin d'avoir une tierce personne, un médiateur, une médiatrice. Mais globalement, déjà, en te faisant accompagner, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta manière d'aborder le sujet, ta manière d'en parler, ta manière de rester aussi ta meilleure alliée, en fait, dans cette discussion. Et de dire, en fait, dans cette discussion-là, moi, je vais voilà, comme si tu étais ta propre pom-pom girl, ta propre meilleure amie derrière qui te dit vas-y, t'as raison, bats-toi pour ce que tu veux, etc. Et de dire que tu as le droit, en fait, de dire qu'en fait, la répartition des tâches me va pas et j'ai trop de charge mentale, il faut que ça change, quoi. Ok. Et il y a des exercices ou des outils que vous proposez pour accompagner ces femmes
dans la résolution de conflits. Alors peut-être pas, mais d'amélioration de relations de couple? Moi, l'outil auquel je pense, nous, ça va être beaucoup des outils de relation aux autres, parce que finalement, une relation de couple, c'est une relation à l'autre Oui, un complètement. peu généralement plus engageante, parce qu'elle fait un peu plus partie de ta vie, parce que la plupart des gens habitent avec la personne avec qui ils sont en couple, etc. Donc, c'est un peu plus présent dans ton quotidien. Mais nous, dans nos outils de relation aux autres, moi, un outil que j'aime tout particulièrement, c'est l'outil que tu connais, hein, c'est l'outil du manuel. Donc, qui est un outil sur ok, c'est quoi un bon conjoint, c'est quoi une bonne mère, c'est quoi une bonne fille, c'est quoi une bonne collègue de travail, et de voir un peu tout ce qu'on attend que l'autre change pour nous aller bien. Mm. Mais moi, j'aime aussi beaucoup s'appliquer le manuel à soi-même et se dire, ok, c'est quoi une bonne conjointe? Bonne conjointe fait à manger, une bonne conjointe va chercher les enfants, une bonne conjointe ne dérange pas son mari quand il rentre du travail, une bonne conjointe X, Y, Z. Et de ça, se dire, est-ce que je suis vraiment d'accord avec tout ce que je viens de dire, en fait? Et est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste de me dire, ok, en fait, je vais faire tout ça, plus avoir un travail, plus avoir des loisirs, plus avoir des amis, plus avoir du repos? Voilà, et je pense que le manuel, c'est un outil, donc, comme je disais, qui permet de se dire, ok, c'est quoi pour moi la conjointe parfaite ou le conjoint parfait, c'est quoi? Enfin, voilà, déjà, c'est un premier outil qui est hyper intéressant dans les relations aux autres, de se dire qu'est-ce que j'attends que l'autre fasse pour me sentir bien, alors que je peux éventuellement déjà me sentir bien sans ça. On vient à cette idée d'indépendance émotionnelle. Euh, et nous aussi, ce qu'on définit, c'est qu'est-ce que c'est une relation à l'autre qui vaut le coup? Et une relation à l'autre qui vaut le coup, selon nous, chez Change Ma Vie, il y a 3 critères. Il y a se sentir libre, se sentir engagé, se sentir authentique. Donc, en fait, déjà, se poser la question de à quel point dans cette relation, je me sens libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, d'être qui je suis. À quel point je me sens engagée dans cette relation, à quel point j'ai envie de faire des efforts, à quel point j'ai envie que ça marche, etc. Et se sentir authentique, donc, enfin voilà, est-ce que je peux m'exprimer comme j'en ai envie? Est-ce que je peux dire les choses que je veux? Ou est-ce que je me bride et je suis pas réellement moi-même dans cette relation? Donc je dirais que ça, c'est les outils principaux qu'on utilise pour aider les personnes à relationner, en fait, tout simplement, avec qui que ce soit, et aussi se mettre à la place de l'autre en fait, se dire que si l'autre personne réagit d'une certaine manière, c'est jamais contre nous, c'est toujours pour elle qu'elle le fait, en fait. Si quelqu'un se braque, par exemple, l'exemple du conjoint qui se braque parce que mais non, j'en fais beaucoup à la maison, regarde, nanana. En fait, c'est pas contre contre sa conjointe qu'il le dit, c'est pour lui, c'est pour se défendre, parce que peut-être que lui aussi, il y a une partie de lui qui se dit qu'il en fait pas assez, et du coup, en fait, il se braque parce que non, il faut que je défende le fait que j'en fais assez, parce que, enfin, voilà, se dire que c'est rarement contre nous, l'autre le fait toujours parce qu'il a un avantage à le faire, parce qu'il y voit un bénéfice, et se mettre à la place de l'autre, et parfois aussi, comprendre d'où vient l'autre, en fait, parce que, encore une fois, si notre partenaire, c'est un homme qui a été socialisé en tant qu'homme, en fait, on apprend peu aux hommes à faire des tâches quotidiennes dans la société. Enfin, mine de rien, être socialisé en tant qu'homme, c'est avoir vu sa mère débarrasser la table, faire la cuisine, faire la vaisselle, et avoir vu son père sur le canapé. C'est avoir vu sa petite sœur débarrasser la table et que nous, on pouvait ne rien faire, personne ne disait rien. Enfin, il y a beaucoup cette socialisation. Donc, comprendre d'où vient l'autre, socialisé en tant qu'homme, mais c'est pas parce qu'on le comprend qu'il faut accepter ce comportement-là. Je pense qu'il y a une vraie différence, en fait. Je peux comprendre d'où tu viens, je peux comprendre pourquoi tu es comme ça, mais je peux ne pas vouloir de ça dans ma vie quand même. Mm, mm. C'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, je comprends pourquoi. T'as pas un réflexe comme moi de penser à rajouter le beurre sur la liste de courses. Je peux comprendre, voilà, je peux comprendre les différences qu'il y a entre nous là-dessus. Ça veut pas dire que je les accepte et que je vais me contenter de ça pour toute ma vie, en fait. Et qu'à un moment donné, si tu peux pas changer, si tu atteins tes limites et que ça correspond vraiment très 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 peu à la vision que j'ai dans l'idéal, on va avoir un problème, en fait. Mm. Et voilà, comprendre, c'est pas accepter. Et je pense que ça, c'est hyper important de le noter aussi. Mm. Et tu aurais un exemple de réussite à partager comme ça d'une cliente que tu as pu avoir qui a changé radicalement ou en tout cas très fortement sa vie grâce à ça, dans son couple notamment? Euh, alors, je peux te raconter beaucoup de personnes qui ont quitté leur conjoint, mais c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre. Non, mais ce qui est bien, c'est très bien que tu le dises parce que
À partir du moment où on redéfinit, comme tu disais, ses propres besoins, et tu viens juste de finir là-dessus juste avant, c'est le risque que ça change beaucoup plus de choses que ce qu'on avait pu envisager. Donc, il faut avoir conscience de ça. Oui, et je pense que c'est une des choses qui fait peur aussi et qui donne pas envie de s'y Complètement. pencher. La peur de la solitude, la peur de devoir mettre fin à une relation qui a 5 ans, 10 ans, 30 ans, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas envie d'aller creuser ce genre de sujet. Oui. C'est de se dire, mais imagine, en fait, c'est plus du tout ça que je veux. Et là, les changements, il faut changer de maison, il faut divorcer, il faut... Enfin, c'est normal, ça fait peur, en fait. Le changement pour le cerveau, c'est flippant. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi-même en se disant, bah, en Est-ce que fait, je suis oui, prête? peut-être que je vais arriver à la conclusion qu'il faut que je me sépare de cette personne, mais déjà, c'est pas sûr. Et ensuite, même si j'arrive à cette conclusion-là, ça veut pas dire qu'il faut que je le fasse. Mm. C'est pas parce que je vois qu'il y a un truc dans ma vie qui me plaît pas qu'il faut que je le change du jour au lendemain. Si je suis pas prête à le changer, ok, j'en ai conscience, j'ai mis de la lumière là-dessus, ça veut pas dire qu'il faut que je change le truc instantanément, quoi. Mais rester vraiment dans de la bienveillance envers soi, et juste, bah, c'est normal, ça fait peur. Enfin, je veux dire, il y a quand même des gros domaines de vie, la vie pro, la relation de couple, familiale, enfin, il y a quand même des gros domaines dans la vie qui sont des piliers assez importants, et c'est normal que ça fasse peur d'aller les secouer, en fait. Donc, je dirais déjà, pour les personnes qui ont du mal à se poser toutes ces questions-là ou qui sentent qu'elles se braquent, ok, c'est ok. Enfin, genre, prenez le temps de juste vous faire un câlin et de dire, c'est pas grave, on verra plus tard, quoi. Et puis j'imagine Et que au niveau les des... personnes que tu as coachées, qui ont quitté, tu disais qu'on quittait leur conjoint, elles ne le vivent pas comme un échec. Non, pas du tout. Non, parce que justement, elles se disent, j'ai une vision, ça Mm. correspond pas à la personne avec qui je suis en ce moment. J'ai fait ce qu'il fallait pour que ça change. J'ai changé mes pensées, j'ai travaillé sur mes émotions, j'ai travaillé sur la relation de couple, j'ai mis en place des... Voilà, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre en place. Ça ressemble toujours pas à ma vision, c'est très éloigné de ma vision. Ben, en fait, non, ça va s'arrêter. Et non, elles le vivent pas du tout comme un échec. C'est la suite logique de leur chemin vers leur vision, en fait. La Donc, non, réappropriation de sa vie. ouais, c'est ça. C'est voilà, on continue, quoi. Mais après, pour des personnes qui ont réussi à changer ça, je dirais vraiment le fait, ce que je disais, de reprendre le pouvoir sur ses journées et sur ce qu'on doit faire. Ça, pour moi, c'est la base de la base. C'est vraiment, c'est ce qui aide le plus. Et même sans que ça change beaucoup de choses, il y a un vrai shift, quoi. Et je dirais, je pense vraiment, la première chose, et ce que je vois, on a des jolies victoires là-dessus, en fait, j'ai repris le pouvoir sur mes journées, et là, je suis en mode solution, et là, j'arrive à trouver des manières de faire, et je me sens plus bloquée, et j'entrevois une lumière au bout du tunnel que les personnes, elles voyaient pas. Donc, je dirais, enfin oui, des jolies victoires qu'on a, c'est déjà ça. Reprendre le pouvoir et enlever les contraintes de se sentir obligé, parce que bah, on peut se sentir obligé pour plein de raisons, hein, parce que après on va moins m'aimer, ou on va dire que je suis une mauvaise personne, ou souvent il y a du regard des autres beaucoup là-dedans. Et c'est pour ça que je disais décorréler sa valeur de ce qu'on fait, pour se dire, bah, en fait, j'ai de la valeur, et même si les gens sont pas d'accord avec ça, ben moi, je le crois, et je suis pas obligée d'adhérer à leurs pensées, quoi. C'est pas parce qu'ils le pensent que c'est vrai. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide, et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte, et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter, et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!